Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'irruption de l'étoile mystérieuse sur la scène politique congolaise. Chapitre 1. L'ascension rocambolesque de Kabila. 1.1. L'émergence de la contre-figure. Kabila, il est la contre-figure de Kabila I. On ne peut en effet parler de l'émergence de Kabila II, de son ascension rocambolesque au pouvoir sans évoquer les conditions mystérieuses de la mort du président Kabila I. Cette mort subite était pourtant dans l'air. Elle a précipité les choses et balisé le chemin pour la prise du pouvoir par Kabila II. Selon certaines insinuations, l'ascension au pouvoir de son fils, réel ou adoptif, ferait partie d'un plan réalisé de main de maître pour se débarrasser du lion d'Ankoro. Ce dernier gênait certainement beaucoup de lobbies par ses prises de position et ses revirements soudains. La précipitation avec laquelle l'Occident a accueilli le jeune recordman président de la République a suscité de nombreuses interrogations de la part des analystes. Alors que les portes étaient hermétiquement fermées à Kabila, et que les pièges étaient subtilement tendus pour qu'il puisse, sinon céder son pouvoir, du moins, le partager, le tapis rouge était déroulé avec faste et sans ménagement dans les grandes métropoles pour son fils. Il fallait, disent les plus malins, donner tout de suite des orientations claires et précises aux jeunes néophytes pour qu'ils sachent, dès l'entrée de jeu, à quoi s'en tenir. Ses parrains devaient lui assurer les garanties du pouvoir en échange de la préservation de l'exploitation des richesses de son pays. Nul n'ignore qu'à cause de ces fabuleuses richesses, le Grand Congo a souvent été l'objet de convoitises de la part des pays tiers et de certains groupes d'intérêt. Kabila fils était-il dans le complot ? La vérité ne pourra être connue tant et aussi longtemps qu'il est le maître de la situation. De toute façon, suivant l'option déjà indiquée dans notre démarche méthodologique, le problème susmentionné est sans objet pour notre essai. Vivant jusque-là effacé dans l'ombre de son père et absorbé par son métier de soldat, Kabila II s'est vu subitement prendre la place de numéro 1 dans un environnement politique très échaudé par des conflits sociaux et par la guerre de rébellion en cours dans le pays. 1.2. La succession au pouvoir, un exercice de loterie. En esquissant dans notre prologue les mobiles de l'accession de Kabila II au pouvoir, nous avons vu qu'ils étaient rendus possibles principalement par l'absence d'un texte constitutionnel à la hauteur d'une nation moderne. Au lieu de se baser sur les dispositions d'un texte législatif, la désignation du remplaçant de l'homme du 17 mai fut véritablement un exercice de loterie. Parmi les quelques noms qui étaient tirés du lot, notamment Gaëtan Kakuji et Moens Kongolo, le choix est tombé sur celui qui avait une position de force sur le plan interne et qui jouissait à la fois de connexions externes favorables. Le contexte d'un pays ravagé par une guerre inutile est certainement pour beaucoup dans ce choix. Seulement, devant le drame énorme de l'assassinat d'un président de la République en fonction, fait inédit dans l'histoire de ce pays, on aurait dû imaginer d'autres scénarios pour endiguer la guerre qui était en cours et redonner la chance à la paix. Cet effort n'a pas été fait. La crise institutionnelle a été gérée à la manière d'une crise de régime. La mort de Kabila représentait en quelque sorte l'écroulement du régime de l'AFDL. Il est reconnu que ce régime n'a pas voulu associer d'autres partis politiques à l'exercice du pouvoir. A fortiori, même dans la circonstance mortelle, alors que cette condition exceptionnelle aurait pu ouvrir une brèche pour changer de cap, cette hypothèse d'ouvrir l'espace de gestion politique à d'autres partis et forces vives du pays a été rigoureusement écartée. Les autorités de l'AFDL n'ont pas saisi cette opportunité pour tenter de rassembler le pays, par un geste de haute portée historique. La mise en place d'un comité de régence composé de 4 ou 5 personnes sages triées parmi les personnalités politiques de gros calibre que ce pays compte, aurait été souhaitable. On a plutôt joué la carte de la continuation du régime. Le choix a été vite fait, remplacer le père par le fils. Cette option inédite est apparue aux yeux de beaucoup de Congolais comme un mélange flou et bizarre des préceptes d'une république démocratique et de ceux propres à une dynastie monarchique. Nonobstant ce cafouillage institutionnel, la recette Kabila II est passée sans problème et la continuité de l'État a été, bon gré mal gré, préservée. Pour être acceptée si facilement et jouir d'une reconnaissance internationale,
Joseph Kabila devait avoir un profil satisfaisant les intérêts des bailleurs de fonds et des autres groupes de pression. Vu sous cet angle, sa position politique semble être confortée. À tout moment, il peut compter sur l'aide de ses alliés et peut-être, dans cette perspective, se construire un avenir qui va au-delà de la période transitoire. Seulement, voilà que l'histoire de Kabila II n'est pas limpide. Elle comporte d'énormes zones d'ombre. C'est une histoire qui pourrait réserver des surprises éclatantes et éclaboussantes. En fait, le bouchon qui contient encore certaines vérités pourrait, un jour ou l'autre et de manière totalement imprévisible, sauter. Alors, ce jour-là, une autre page de l'histoire du Congo sera ouverte. On comprendra dès lors le mécanisme du fonctionnement de la loterie, et on connaîtra probablement le nom des personnes qui en tiraient les ficelles. Chapitre 2. La presse face à l'énigme Kabila II. 2.1. La presse prise à défaut dans l'énigmatique situation. Dans le feuilleton autour de la controverse qui a impliqué Joseph Kabila à l'aube de son pouvoir et qui perdure par ailleurs dans le temps, la presse écrite, tant nationale qu'étrangère, a joué un rôle de premier plan. Les médias, en tant que moteur et vecteur de l'information, ont véhiculé et diffusé des nouvelles contrastantes concernant Joseph Kabila. Par la nature des contradictions répétées, empêtrés dans les incertitudes fréquentes de leurs écrits, les journalistes, au lieu de dissiper le doute concernant ses origines ethniques familiales, l'ont plutôt alimenté. Dans le tohu-bohu qui a caractérisé le déferlement autour du cas atypique des origines de Kabila fils, la presse étrangère a été plus active que la presse nationale. La confusion étant le maître mot, certains journalistes se sont permis d'affirmer une chose un jour et son contraire le lendemain ou quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. La question lancinante est sans doute celle-ci. Pourquoi, au-delà des démentis formels de la Cour suprême de justice, la presse ou mieux une certaine presse a-t-elle continué à marteler l'hypothèse d'une filiation aux contours obscurs ? Avant toute chose, il convient de préciser que bien avant l'avènement de Kabila fils au pouvoir, des rumeurs couraient déjà lui déniant la filiation biologique à son père adoptif, Laurent-Désiré Kabila. En un certain sens, la presse n'a fait qu'amplifier les murmures qui existaient déjà à l'état latent. Il est à noter que, malgré sa position dans l'armée, Kabila Junior était un grand inconnu du public. Les gens connaissaient peu de choses sur son passé. Certainement, une large couche de la population ignorait tout sur son parcours politico-militaire. Plus grave encore, les chevaliers de la plume étaient confus et désemparés devant l'absence de nouvelles fiables. À la lumière de la séquence des événements et du chaos perceptible dont la scène politique congolaise a été le théâtre au lendemain de sa nomination à la présidence de la République, les sources sûres qui auraient dû alimenter la task force des médias étaient inaptes et inefficientes. L'amateurisme dont on accusait souvent les acteurs politiques issus du courant afdélien Sépépion a fait montre de défaillance macroscopique. Le protocole d'État n'était pas en mesure de livrer à l'opinion publique l'information adéquate dont elle avait pourtant grandement besoin. Le ministère de la Communication qui aurait dû s'activer dans ce sens a gardé un profil très bas. Le portrait de celui qui prenait la destinée du pays n'a pas été donné de manière claire. Devant ce fiasco, du reste incompréhensible dans un système administratif qui fonctionne normalement, il vient à l'esprit de se demander s'il y avait une fiche signalétique de Kabila fils au sein du ministère de la Défense où il avait le grade de général des forces terrestres. La carence d'informations sur son compte induit à penser que les services liés au protocole d'État ne savaient où aller puiser les informations sur l'homme qui était devenu le nouveau maître du pays. Démunis d'informations pertinentes au moment topique où celles-ci auraient dû être livrées avec célérité au public, la presse étrangère a été prise à défaut dans l'énigmatique problème des origines de Kabila II. Le cas le plus flagrant s'est vérifié sur l'âge qui lui a été attribué de manière discordante par les reporters qui couvraient l'événement à Kinshasa. Pour les uns, il était âgé de 32 ans, étant né en 1968, pour les autres, de 28 ans puisque sa naissance remonte à l'année 1971. Nous sommes, par ces deux dates contradictoires, en présence d'un indice troublant. En fait, les services protocolaires de l'État ont divagué sur un des éléments impondérables de l'état civil de la personne qui venait d'être portée, par la volonté de ses tontons, au plus haut perchoir de l'État.
L'Assemblée législative Parlement de transition a par la suite avalisé cette importante décision, sans trop se poser de questions sur son passé. Que Joseph Kabila soit fils biologique ou non de LD Kabila, il reste qu'on devrait trouver quelque part, au ministère de la Défense notamment, les traces de son identité. À la lumière des faits, il est peu probable qu'on y ait trouvé de traces. La conséquence logique est le vide d'information qui a été constaté sur son compte. Ignorer les données de base de l'état civil d'un généralissime, en dehors du fait qu'il est fils du chef de l'État, est une situation propre à une république bananière. Faut-il croire devant cette perspective qu'il était non assujetti au protocole élémentaire d'immatriculation dans le corps militaire et administratif de l'État? Selon les sources d'information, les lieux de sa naissance étaient aussi différents. Ewabora, Lulinge et d'autres endroits ont été référés au public qui ne pouvait finalement discerner la bonne information de la fausse. Puis encore, presque tous les commentaires relatifs à sa vie étaient au conditionnel, comme si Joseph Kabila sortait tout droit du maquis ou de la clandestinité. Et pourtant, il vivait depuis plus de 3 ans à Kinshasa et occupait une haute fonction dans l'armée. Cependant, la presse a trouvé sur un point un dénominateur commun dans la désignation de Joseph Kabila à la magistrature suprême. Du fait de son jeune âge, 28 ou 32 ans, peu importe, il était devenu le plus jeune président du monde. Un record à inscrire dans le livre Guinness pour l'honneur du Congo. Et bien sûr, pour la fierté de Kabila lui-même concernant son âge, c'est la dernière version qui était juste suivant les informations relayées par la Cour suprême de justice. Quelque temps après, Kabila lui-même a confirmé cette dernière assertion face aux questions pressantes des journalistes. La précision fournie par l'intéressé est loin d'effacer les nombreuses bavures que nous venons de stigmatiser. Comment en est-on arrivé à ignorer ce qui apparaît de toute évidence comme le point de départ de toute chose, comme l'information primaire qui devrait être connue sans la moindre réticence? La faute n'est sûrement pas de la presse. Point n'est besoin de remonter maillon par maillon pour localiser la source de l'erreur. Nous avons indiqué les services qui devaient fournir des informations fiables et qui ont failli à leur tâche. En avaient-ils les moyens? Chercher à comprendre pourquoi il y a eu confusion autour de son âge et ensuite, autour de ses parents, remettant par là en cause son identité réelle, c'est entrer tout droit dans l'énigme Kabila. Toute cette situation aux contours obscurs était potentiellement préjudiciable au président nouvellement désigné. En donnant foi aux rumeurs véhiculées par la presse qui alléguaient, dans la meilleure hypothèse, qu'un de ses parents n'était pas congolais, et dans la pire des hypothèses que ses 2 parents ne l'étaient pas, c'est sa carrière au plus haut niveau de l'État qui risquait d'être compromise. Ce risque qui a été justement soulevé par certains organes de presse était devenu l'objet principal des enjeux de la controverse. Ainsi, en dépit de l'avis émis par la Cour de justice pour remettre de l'ordre dans la boutique, la délicate question des origines de Kabila a continué à défrayer la chronique journalistique. Nous verrons tout au long de ce travail comme la presse s'est insérée dans ce jeu de pouvoir, en ouvrant quelques failles pour susciter ou renforcer des doutes dans la conscience des gens. Mais il y a aussi une partie de cette même presse qui a joué à la mystification, rendant encore plus compliqué tout éclaircissement de l'énigme. 2.2. La mystification de la presse dans l'énigme Kabila. Parmi les protagonistes qui ont marqué de leur empreinte la nébuleuse affaire de Kabila Kanambe Joseph Hippolyte, figurent sans doute les chevaliers de la plume. Certains parmi eux ont fourvoyé leurs lectrices et lecteurs suivant le schéma classique consistant à relayer l'essentiel de l'information reçue aux consommateurs. D'autres, qui avaient beaucoup d'inspiration ou parce qu'ils en savaient trop, n'ont pas manqué d'occuper le devant de la scène en achalandant leurs rubriques d'informations inédites, à la limite du sensationnalisme. Peut-on dès lors en conclure que les dites nouvelles correspondent forcément à la véracité des faits? Il est plus probable que d'autres journalistes aient dépassé les limites, en jouant au mystificateur. La moindre des choses, et beaucoup de journalistes l'ont observé, serait de mettre les informations dont on n'est pas absolument sûr de la véracité au conditionnel ou encore d'en citer la source. L'observance des règles d'éthique professionnelle n'a pas pour autant empêché des extravagances, suscitant parfois des doutes sur les réelles intentions de celles ou ceux qui les ont mises sur la place publique.
Sans vouloir émettre un jugement de valeur ou de crédibilité sur les extraits d'écrits que nous soumettons à la critique de chaque lectrice et lecteur, il y a lieu toutefois de s'interroger si la quintessence de l'art d'informer adéquatement ses lecteurs n'a pas été trahie par des tentatives de manipulation ou de déformation de la vérité. Ces quelques cas en constituent des exemples patents. Les circonstances ayant amené Kabila fils à la tête de la République représentent un exemple classique de comment un événement important qui a été débattu entre un groupe de personnes peut revêtir selon les interprétations qu'on en donne plusieurs versions. Commençons par une source qui, par la force des choses, peut être considérée comme incontestable, si l'intéressé a bien sûr dit la vérité. Il s'agit de Joseph Kabila lui-même. Il a conféré plusieurs fois avec la presse. Au lendemain de la mort de Laurent-Désiré Kabila, on ne pouvait manquer de lui poser directement la question sur sa perception des événements, ou encore plus explicite, sur la manière dont il a accédé au pouvoir. Q. Dans quelles circonstances exactes êtes-vous arrivé au pouvoir? R. J'étais à Lubumbashi lorsque j'ai appris le 16 janvier l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. J'en ai été profondément choqué. J'ai aussitôt regagné Kinshasa. Le gouvernement s'est réuni et a pris la décision de me proposer la magistrature suprême. J'ai accepté. C'est tout. O. Sans état d'âme? R. J'ai été surpris bien sûr par cette décision. Mais je n'ai eu le temps ni d'hésiter, ni de me poser des questions. Je n'ai vu que l'urgence de la situation et les intérêts du pays. J'ai pris cela comme un défi personnel. Les réponses de Kabila sont claires. Il dit en substance qu'il a été bien sûr surpris mais qu'il n'a eu le temps, ni d'hésiter ni de se poser des questions. Or, voici comment cette circonstance a été présentée à l'opinion publique par certains organes de presse. Il y a eu une dispute entre Kakuji, officiellement numéro 2 du régime, et Mwens, qui pensait qu'il était mieux placé à cause de sa large expérience internationale. Luecha a alors dit « Comme vous ne vous entendez pas, je pense que Joseph est l'homme qu'il faut dans les circonstances dramatiques actuelles. » Très vite, l'unité s'est faite sur cette proposition et Joseph a été contacté à la maison où il avait passé la nuit. À son arrivée, Luecha lui a dit « Vous allez remplacer votre père. » Joseph a refusé dans un premier temps, évoquant son inexpérience en politique. Luecha lui a répondu « Vous êtes un homme, il faut assumer cette responsabilité, vous allez apprendre. Je vous demande seulement une extrême prudence. » Voilà la version la plus crédible des événements qu'il nous a été donné d'entendre. La contradiction paraît évidente ici entre le fait d'accepter d'office la proposition et le doute légitimement exprimé d'assumer une responsabilité somme toute très grande. L'une des deux versions ne correspond naturellement pas à la vérité des faits. Passons. La fabrique de la désinformation ne s'était pas arrêtée en cours de route. Elle avait du travail à exécuter. Elle avait mis en place une des supputations qui aurait pu être la pièce maîtresse pour élucider et balayer sans l'ombre d'un doute tous les bruits et rumeurs qui courent sur Kabila fils et sur sa succession rocambolesque à la tête de l'État. En fait, on a évoqué en parole et non en acte l'existence d'un testament. Notarié ou non, il aurait été, à notre avis, un instrument à double tranchant entre les mains de Joseph Kabila et de ses acolytes. Voyons comment la présence de cette importante pièce à conviction est peinte dans les écrits ci-après. Prévoyant, Laurent-Désiré Kabila ne s'arrête pas là et fait en sorte, sans doute par prémonition, que son fils soit paré du plus bel avenir. Quelque temps avant sa disparition tragique, il le nomme chef du gouvernement par intérim. Sauf que personne ne se souvient quand est intervenue cette nouvelle promotion. Mieux, le père a pensé à tout. Laurent-Désiré Kabila a laissé un testament destiné à l'armée, la police et aux forces de sécurité, leur demandant d'aider son fils et de bouter les forces étrangères, rwandaises et ougandaises, hors du pays. Le testament en question, qui a été lu en présence des officiers supérieurs de l'armée et de la police, vient ainsi conforter l'image de prétendant au trône de Joseph Kabila. Les informations ainsi relayées relatives au moment décisif de la passation du pouvoir entre membres du clan pourraient paraître, pour les plus critiques, comme un échantillon de l'aventurisme du régime du nationaliste et révolutionnaire tant décrié qu'était Kabila.
Sur quelle disposition législative s'est-il basé pour imaginer un tel scénario? La dernière phrase est celle qui s'apparente à la cerise sur le gâteau pour les invités de marque. Le testament en question a été lu en présence des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Sauf que, il faudra ajouter ici, le dit testament a été lu en l'absence du principal intéressé qui est Kabila fils. En fait, nulle part, dans ses discours officiels, ses déclarations à la presse ou dans ce que nous aurons à lire par la suite, il n'est fait mention du testament en sa faveur qui aurait été une pièce importante dans son dossier. Et puis, Mzee Kabila a-t-il eu des prémonitions sur sa disparition physique imminente, au point de se sentir poussé à rédiger ses dernières volontés dans le sens indiqué dans cet article? S'il croyait pouvoir être victime d'un assassinat, pourquoi n'a-t-il pas renforcé sa garde? Autant de questions qui demeureront sans réponse, tant et aussi longtemps que le plan d'une machination ne sera pas dévoilé publiquement. Voici, émanant d'une autre source, la même information qui semble mieux correspondre à la réalité des faits. Il est à noter qu'ici, on ne parle pas du testament qui est, par définition, un acte écrit mais plutôt de simples vœux formulés par Mzee Kabila. Edi Kapan révéla au procès du 18 octobre 2002 que le président Kabila désirait dit un jour que, si quelque chose lui arrivait, que le contrôle de l'armée ne leur échappe pas. Le président s'adressait, selon les dires du colonel Kapan, à Célestin José Kifoy, général Jean-Claude Kifoy, le général-major Joseph Kabila, Moens Kongolo, Gaëtan Kakouji et Edi Kapan. Ils sont tous Katangais. 15. Comme on le voit, il s'agit d'une précaution à prendre. Celle-ci correspond par ailleurs à la nature de tout pouvoir dictatorial qui fonde sa force non sur les institutions démocratiques telles que le pouvoir parlementaire ou judiciaire, mais sur l'armée, vue comme un instrument privilégié pour le contrôle du pouvoir. On peut ranger, dans le même ordre, les assertions de Colette Breckman. D'après ce qui ressort des notes de lecture de son livre fait par Ndayuel, elle soutient que c'est le Mzee lui-même qui avait choisi son successeur. Cela faisait partie des consignes transmises entre autres à Edi Kapan, au cas où quelque chose lui arriverait. À moins qu'il y ait eu 2 testaments du Mzee, la réalité est qu'un message du gouvernement de salut public à l'occasion du décès du président de la République, Mzee Laurent-Désiré Kabila, a été lu à la radio-télévision nationale de Kinshasa par le porte-parole du gouvernement. Les dispositions testamentaires concernant les forces armées sont les suivantes. À notre armée, à notre police, à nos forces de sécurité, le gouvernement de salut public informe que le président de la République a laissé à leur intention le testament suivant. Premièrement, garder la discipline et demeurer serein et calme, surtout en ce temps de guerre d'agression. Deuxièmement, protéger la population et assurer la sécurité des personnes et des biens. Troisièmement, défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Quatrièmement, bouter hors du territoire national les agresseurs. Ce message s'adresse explicitement au corps constitué de la défense. Le contexte s'y prête puisque le pays est en proie à une guerre avec ses voisins. Le testament doit être compris dans le sens de dernière volonté du président mourant. En réalité, il n'évoque pas le problème de la succession au pouvoir, moins encore, il ne s'adresse à son fils particulièrement, à moins qu'il y en ait eu un autre, testament, non rendu public dont il est question dans les citations reprises ci-dessus. Ce qui ne nous semble pas être le cas. Passons à un autre cas. Il n'est pas toujours aisé de saisir la portée de certaines analyses. L'exemple que nous proposons entre, à notre avis, dans la catégorie de celle de personnes qui veulent tirer la vérité par les cheveux. Il est possible que son auteur ait une connaissance tronquée de la situation sur le terrain, ou encore, qu'il ait été ignorant des circonstances exactes qui avaient abouti au changement de garde au sein du pouvoir de Kinshasa. Dans tous les cas, à bien lire ses propos, il semble y avoir une mystification patente ou sournoise. Faute de prétendants et surtout de processus institutionnel de légitimation de pouvoir, le choix de son fils Joseph Kabila, jeune homme de 29 ans, s'imposa. Aucune autre personnalité ne pouvait prétendre avoir l'ascendant sur les composants de la vie politique congolaise, ni recevoir l'assentiment des 3 pays alliés de la coalition gouvernementale. Seul Joseph Kabila fils pouvait faire l'unanimité. En 1996,
Il fut un des acteurs de la première guerre de libération. En outre, il est le seul à pouvoir entretenir de bons rapports avec la haute hiérarchie militaire des troupes angolaises, namibiennes et zimbabwéennes. Enfin, il fait partie du réseau familial et clanique, pilier du pouvoir de son père. S'il faut lire entre les lignes, en dépit de l'incise relative à l'absence d'un processus institutionnel de légitimation du pouvoir, au moment de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, il n'y avait, nous dit-on, aucun autre prétendant sur la scène politique congolaise. Tout le décor était planté pour que Kabila fils et lui seul puisse succéder à son défunt père. La raison est vite donnée, il était le seul à faire l'unanimité. Et en plus, nous ne savons pas en vertu de quelle disposition légale sa filiation biologique, vraie ou supposée, lui donnait droit à l'héritage du pouvoir. Cette vision d'appréhender la réalité politique du Congo découle d'un autre registre. Celui-ci devra d'abord faire l'unanimité avant d'être consacré dans le panthéon des lois républicaines du Congo. Tandis qu'il y eut ceux qui ont vu en Kabila fils le Messie, sans lequel le Congo ne pouvait aspirer à regagner sa place dans le concert des nations du monde, d'autres n'ont pas manqué de lui trouver des qualités supérieures allant jusqu'à tisser ses éloges sur le plan de ses études. Or, cette mystification est non seulement fausse, mais elle est surtout discordante. Son niveau d'études a été jugé soit faible soit incertain par beaucoup d'analystes politiques et par plusieurs politiciens congolais. Ce problème constitue un des points minables sur lesquels des doutes ont été exprimés, quant à sa réelle capacité à diriger un pays aussi vaste et aussi complexe que le Congo. Non, ce n'est nullement l'avis de ce journaliste qui trouve en la personne de Kabila Junior des mérites évidents sur cette question. Ce ne sont pas les conditions austères de la vie qui a marqué les longues années de lutte menées par le combattant Laurent-Désiré Kabila, qui pouvaient décourager le jeune Joseph Kabila de se perfectionner. L'éducation de base et l'instruction anglo-saxonne reçue à l'université de Makerere, en Ouganda, lui ont conféré une maturité et un dynamisme qui lui permettent d'assumer pleinement ses responsabilités avec discernement. Nous reviendrons abondamment sur cette question, car elle fait partie des points obscurs qui ont alimenté à loisir les rumeurs. Nous verrons la prudence très remarquée de l'intéressé sur ce point précis. Cette prudence qui est en soi un indicateur clair sur la question, contraste avec certaines opinions à l'emporte-pièce, qui sont balancées dans l'opinion publique par certains journalistes ou par certains partisans politiques, sans prendre le moindre temps de contrôler l'information. Chapitre 3. Silence et complicité, un mariage malheureux. 3.1. Éviter le mutisme, de Laurent-Désiré Kabila. Joseph Kabila se doit d'éclaircir sa propre situation familiale, là où Kabila père s'est tu. La démocratie plurielle dont les balises ont été jetées en Afrique du Sud risque de ne pas être une simple partie de plaisir. La classe dirigeante congolaise est médiocre dans l'ensemble, dit-on. Mais elle sait aussi, si elle le veut, écrire et poser des actes de haute portée historique en se dépassant comme ce fut le cas à la Conférence nationale souveraine en 1994. C'est donc une indication qui devra toujours rassurer tous les Congolais. Aussi vacillante que puisse être la transition, l'éveil ne tardera à ressurgir après la tenue d'élections libres et démocratiques. Dans ce contexte de revitalisation du pouvoir collectif, des explications pourraient être demandées aux uns et aux autres pour éclaircir plusieurs situations qui sombrent aujourd'hui dans le gouffre de l'obscurantisme et de la mafiosité politique. Les langues de bois se délieront devant une magistrature libre et indépendante. L'opacité caractérisée devrait céder le pas à la transparence et aux pratiques rigoristes qui font encore défaut à la machine administrative et politique congolaise. Que cette perspective soit inquiétante, cela est amplement fondé. Néanmoins, l'histoire enseigne que tôt ou tard, parfois à des moments inattendus, l'éveil de la conscience collective peut être foudroyant et sans pardon pour ceux qui ont minimisé sa force. Car la force de la vérité est mouvante, changeante. Elle peut revêtir parfois la forme subtile d'un courant d'eau qui creuse son lit à son passage, ou la forme dévastatrice d'une coulée de lave volcanique. Sous peine de se laisser emballer dans ses propres manèges, on ne peut jamais banaliser la vérité à une valeur marchande. Tôt ou tard, elle échappera à tout contrôle et finira, qu'on le veuille ou non, par luire à l'horizon. Néanmoins, tout laisse croire que si ce paysage à peine dépeint prend forme et corps,
la vie politique et citoyenne au Congo ne sera plus la même. Le peuple congolais pourrait assister à un début de normalisation du processus institutionnel, où la justice pourrait avoir son mot à dire. Si aujourd'hui, grâce à la détention du pouvoir, la situation de Kabila Junior n'est pas remise en question, on ne peut rien prévoir au cas où le pays se doterait d'un pouvoir démocratique avec des dirigeants qui n'auront pas froid aux yeux. Si réellement Kabila Junior a l'intention de se bâtir un avenir radieux pour le pays qu'il est en train de servir et de consumer une bonne partie de sa jeunesse, il se doit, un jour ou l'autre, d'éclaircir sa situation et de répondre de façon satisfaisante à toutes les questions le concernant, afin de dissiper le moindre doute sur sa filiation. D'aucuns ont défendu le comportement du président autoproclamé du Congo, relatif à sa vie privée. Cependant, à ses défenseurs patentés, on peut rappeler que quoique la frontière entre la vie privée et la vie publique soit nettement établie, fréquemment, il y a des glissements au nom de l'éthique qui la font disparaître dans la pratique. Comment le président de la République pourrait-il être un exemple pour la nation entière, si sa vie privée est déprimée? Ou encore si elle est dépravée, ou empreinte d'irrégularités monstrueuses? Revêtir de hautes fonctions requiert l'adéquation entre une certaine ligne de conduite personnelle et les normes sociales moralement acceptables et codifiées dans la praxis quotidienne. Mobutu a régularisé son concubinage avec Bobby Ladawa, à la suite de la pression exercée sur lui par l'opinion publique et notamment les ecclésiastiques. Les contraintes de la charge présidentielle font que les personnes appelées à l'assumer sont tacitement assujetties à vivre en conformité avec le type de modèle familial standard auquel tout chef devrait se plier. La clé de lecture pour mieux comprendre l'exigence susmentionnée se situe à deux niveaux. Au niveau des coutumes africaines en matière d'union conjugale, et au niveau du statut de chef et de la respectabilité de ses fonctions. Au niveau des coutumes africaines, Kabila se devait de se conformer à la tradition non écrite qui voudrait qu'un chef digne de ce nom ait une ou plusieurs épouses. À ce propos, voyons comment un des africanistes congolais appréhende la thématique du mariage considéré du point de vue des gouvernants. Aussi bien en Égypte antique, en Nubie que dans d'autres cultures antiques et modernes, le mariage était une condition sine qua non d'accession au pouvoir. Car en réalité, le pouvoir n'était pas dans les mains d'un individu, mais plutôt dans les mains d'un couple. L'avenir d'une royauté était dans les mains de la première épouse, du chef. La première dame du pays a un statut théologique, ontologique et politique particulier. Son siège est prévu par tous les protocoles du monde. Dans la pensée politique Luba que M. Kabila doit avoir apprise dans son enfance, il est dit « Mujike Mwanabo ne mupal », c'est-à-dire « le célibataire est le frère du fou », ou « le célibataire est semblable, pareil à un fou ». C'est un irresponsable. Il ne doit jamais être placé à la tête d'une communauté. L'impensé de cet enseignement est qu'un chef doit être un symbole, un modèle. En tant que représentant de la société à l'extérieur, il peut influencer dans un sens ou dans un autre la réputation, l'image et l'identité de cette société. À moins que Kabila n'ait eu des raisons sociologiques ou religieuses valables, l'obligeant à garder une totale discrétion sur sa vie familiale, il est autrement difficile d'expliquer pourquoi il ne s'est jamais montré dans l'exercice de ses fonctions avec une épouse à ses côtés. Or, les médias, voire certains de ses biographes, lui ont attribué des relations avec plusieurs femmes. L'exemple le plus patent est celui de sa relation amoureuse avec Tchala Mwana, qui a défrayé la chronique à Kinshasa. Dès lors, comment celui qui devrait prêcher par l'exemple pouvait-il dissimuler sa vie familiale comme s'il craignait la foudre des dieux ou de son peuple? En s'emparant du pouvoir qu'il a recherché toute sa vie durant, n'avait-il pas irrévocablement mis fin à son passé de maquisard? Un comportement expliquant l'autre, on peut tisser la toile de fond pour comprendre le personnage Kabila et ses actes dans la sphère privée ou familiale, voire au-delà de ces deux horizons, car il était président de la République. Kabila père a commis plusieurs erreurs dans sa vie. Tel est le constat que l'on peut faire après sa mort. L'une de ses plus graves erreurs est celle d'avoir conduit le Congo, à travers une politique d'exclusion, à la deuxième guerre dite de libération. Le Congo a couru le risque d'une dislocation, d'une balkanisation. De facto, le chaos était profond et perceptible avec le morcellement du pays en 4 ou 5 entités administratives autonomes dirigées par des chefs de guerre.
Jamais la confusion n'avait été si grande à la tête du pays au point de confier à un étranger, à un mercenaire, James Kabarebe, le commandement de l'armée. Pour couvrir l'ébriété de son pouvoir, Kabila l'a fait passer pour un compatriote. Outre le commandant James, il y avait dans le sillage du Mzee, Karahamweto et Bujra. Les deux figures ont connu l'ascension politique avec l'AFDL. La vérité cachée et les manipulations dont cette coalition faisait l'objet ont fini par éclater au grand jour, provoquant une deuxième rébellion. On connaît son coût en termes de vies humaines, d'infrastructures socio-économiques et productives. Comment ne pas évoquer à ce point les accords de l'EMRA qui portent en leur sein les germes de destruction et de partition. Un parti politique, quel qu'il soit, et au demeurant l'AFDL qui venait à peine d'être créé et qui était jusque-là l'affaire de quelques individus, ne pouvait aucunement se prévaloir d'avoir la main mise sur le sol et le sous-sol du Congo. Seul l'État congolais, représentant tous les Congolais, peut à juste titre et conformément aux chartes internationales et aux textes constitutionnels qui le régissent, prévaloir d'être le garant de l'unité et de l'intangibilité de son territoire. Le mutisme de Laurent-Désiré Kabila sur sa vie familiale, comme sur les autres aspects sensibles de la vie du pays, le secret des accords de l'EMRA dont nous venons d'évoquer les prétentions irréalistes en est un, a causé un grand tort à la nation. Par exemple, s'il avait laissé des traces écrites sur sa composition familiale, les Congolais n'en seraient pas là à s'arracher les cheveux pour chercher la vérité dans la rocambolesque histoire de son fils adoptif ou biologique présumé. Il est vrai que Kabila père, tout maquisard qu'il était et tel qu'il fut décrit par Che Guevara, n'a pas eu qu'une seule femme dans sa vie. Or, le tort des personnes qui soutiennent la thèse selon laquelle Joseph Kabila est le fils biologique de Kabila père, est celui de vouloir présenter sans pourtant le déclarer ouvertement, la figure de LD Kabila comme celle d'un monogame parfait. Sans autre liaison ni d'autres femmes à côté. La rêverie fantasmagorique aboutit à l'exclusion d'autres enfants issus de ces unions avec d'autres femmes. Les témoignages des gens qui ont vécu dans le maquis avec Mzee, ou qui l'ont connu dans ses diverses pérégrinations dans l'est du pays, indiquent le contraire. Kabila était, soutient-on, un grand coureur de jupons. À Kinshasa, la même caractéristique lui a été reconnue par les témoins qui ont stigmatisé son état d'ébriété notoire et son goût pour la luxure. Paradoxalement, il a fallu attendre sa mort pour voir surgir une femme pleurant à chaudes larmes, le héros national abattu par des mains ennemies. La démonstration pieuse et triste de la première dame du Congo devant une fatalité certaine, n'est-elle pas une piètre figure de ce que les Quinois sont habitués à vivre dans des feuilletons folkloriques de deuil ? En effet, il arrive de façon inattendue que plusieurs femmes et ou enfants se présentent dans un deuil, totalement inconnu des membres de la famille, pour réclamer leur part de l'héritage du défunt. La scène présentée comme élément de preuve de l'existence de la maman de Joseph Kabila, et donc de l'épouse de son père, est une pièce maîtresse dans l'économie de la controverse. Elle peut résulter un poker gagnant ou menteur selon le cas. Elle donnera ses effets plus tard. Car pour émettre une sentence dans un sens ou dans un autre, elle s'avère être la voie obligée. Le cas de Kabila II est troublant à plus d'un égard. Non seulement parce qu'il y a une version contradictoire sur son père qui ne serait pas Kabila, mais aussi, Madame Sifa qui a été publiquement présentée comme sa mère biologique, ne serait pas non plus sa mère. Quel véritable imbroglio! Quelle audace et quelle machination opérée au grand jour et en toute bonhomie, sans trop d'accommodation pour le peuple congolais. Malédiction ou complaisance, il reste vrai que le dit peuple a été contraint par la force des choses à subir la pesanteur d'un destin qui lui est apparu sous le mauvais ciel, impitoyable et moqueur en même temps. Enfin, où se trouve la vérité ? De quel côté doit-on se tourner pour la trouver ? Le peuple congolais devra-t-il demeurer dupe encore longtemps, devant une si louche situation ? La seule façon de percer le mur du mensonge, si mensonge il y a, est celle d'éviter de tomber dans le mutisme entretenu jadis par Laurent-Désiré Kabila durant son règne tant dans le maquis qu'au pouvoir à Kinshasa. Il faudra avec bravoure et détermination remonter sans faille les courants agités des événements, surmonter les résistances ataviques propres au caste, afin de retrouver la source jaillissante et limpide qui a le pouvoir de tonifier et remettre la vérité dans sa loge, à sa place habituelle.
C'est un défi auquel tous les Congolais et la classe politique particulièrement ne peuvent se soustraire. 3.2. Crédibilité et désarroi des acteurs politiques congolais. Par analogie, le mystère autour de l'affaire de Kabila II ressemble à une haute montagne. Il faut en escalader les flancs abrupts pour en saisir les nuances, afin de s'approcher de la cime où est logée la vérité. L'épreuve est loin d'être une simple randonnée de montagne. À cet effet, chacune des parties cheminant de son côté avec son argumentaire dans le sac à dos, s'est attelée à la besogne en chargeant adéquatement les batteries. Il est question ici de convaincre et par-delà l'effort de conviction, vaincre ce qui au départ a tout l'air de paraître une bataille serrée. Pour mieux appréhender les multiples facettes du feuilleton Kabila fils, nous allons passer en revue certaines réactions des hommes politiques. On peut opposer à l'incrédulité des uns, ceux qui estiment qu'une rodomontade de ce genre ne pourrait s'échafauder si facilement, la sous-estimation des autres, ceux qui minimisent l'affaire, la trouvant secondaire et sans réel impact sur la vie des institutions du pays et en particulier de la présidence. Les tenants de cette dernière position croient qu'il est plus important de juger Kabila II par ses actes et d'ignorer complètement la problématique relative à son identité réelle. Des échanges serrés, à la limite des bagarres, ont été engagés sur des forums de discussion de Congolais. Dans des échanges non écrits, beaucoup de gens en ont sûrement parlé. De nombreuses sources affirment que tout Kinshasa sait la vérité sur l'identité réelle de Joseph Kabila. Pour l'instant, les gens se taisent ou ne savent pas quoi dire devant une situation de fait. Jamais l'opinion publique n'avait été si ébranlée dans son incapacité d'agir, dans sa léthargie devant un fait accompli. Et jamais un autre pays n'avait connu pareille situation burlesque, voyant son président en fonction souffrir d'une controverse sans pareille faisant que les uns le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.